Bien, merci à toutes et tous d'être présents à cette conférence qu'on a choisi d'intituler Génération Mélenchon du parti de gauche à la nouvelle Union populaire écologique et sociale. D'abord, merci pour l'intérêt que vous portez à cette conférence, pour votre présence nombreuse à ces amphis d'été. Vous avez peut-être vu comme moi l'état du parking. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de participer à cet événement, on n'a jamais vu une telle affluence dès le jeudi, première journée de nos amphis. Il faut que chacun d'entre vous sache que nous sommes en train de réaliser la plus grosse université d'été, non seulement de cette rentrée politique, mais la plus grosse édition des amphis d'été de la France Insoumise depuis que la France Insoumise est née. Donc c'est déjà un beau succès collectif, on peut être très content de ça, je crois que chacun en est bien conscient. Ça s'est vu également chez les jeunes, puisqu'il y a eu, vous le savez, les journées jeunes qui anticipent de quelques jours nos amphis, qui se sont tenues non loin d'ici. Et ces journées jeunes, elles ont été un succès aussi fracassant, avec 400 jeunes qui étaient venus de toute la France. Les trois quarts d'entre eux étaient des nouveaux venus. On avait même des mineurs dans l'effectif, à peu près 10%. Et il faut que vous sachiez que quand on a fait la première édition des journées jeunes, c'était 50 participants. Donc en fait, chaque année, ça a doublé. La première année, 50, la deuxième, 100, l'année dernière, 200. Et cette fois, ils ont même dû se délocaliser face à l'affluence, 400. Et je crois que pour ces amphis, c'est pareil, même si le lieu est vaste, ça va finir par déborder. En tout cas, c'est un beau succès qu'on va avoir ensemble pendant ces 4 jours importants, dans un moment politique qui, lui, évidemment, est important aussi. Un été que nous venons de vivre, qui est un été de chocs multiples. D'abord, évidemment, le choc climatique qui s'est donné à voir par les événements extrêmes que nous avons eus pendant cet été, la canicule, les incendies, monstrueux. Je crois que pendant l'été, les incendies ont ravagé l'équivalent en un été de la région parisienne. Et les inondations qu'en sont suivies et les orages que vous avez pu voir. Et puis un été aussi de chocs sociaux, puisque se poursuit cette crise qui, contrairement à ce que le gouvernement donne l'impression d'entendre, n'est pas une crise conjoncturelle de plus, mais bien une crise systémique, la poursuite d'une crise, d'un modèle particulier d'organisation de la production, des échanges, de la consommation, une crise globale du capitalisme. Et d'ailleurs, l'inflation, je m'arrêterai après là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais l'inflation n'est pas un problème en soi dès lors que les revenus suivent le mouvement. Or, précisément, ce qui se produit en France, c'est que les revenus ne suivent pas le mouvement du fait de la volonté du gouvernement d'éviter la question de la répartition de la valeur et des salaires. Et donc, ces chocs multiples vont se poursuivre, vont s'accroître. Et nous avons à réaliser lors de ces amphis d'été notre organisation pour, nous l'espérons, une rentrée de mobilisation sociale, une rentrée de mobilisation multiple qui s'annonce déjà, des mobilisations syndicales, sans doute une initiative prise également, co-organisée entre la nouvelle Union populaire et les organisations sociales et syndicales et associatives. Parce que pour le moment, disons-le, dans l'intensification de la lutte pour le partage de la valeur, il y a un camp qui mène très bien sa lutte, qui est le camp du capital, qui a en France son gouvernement, qui agit exclusivement, quelles que soient ses intentions affichées, en faveur des plus riches. Et donc, nous avons à nous organiser pour la riposte. La riposte, elle se fait bien sûr dans les institutions, comme vous avez pu le voir à l'Assemblée nationale, puisque le groupe France Insoumise à l'Assemblée a multiplié son effectif par 5, passant de 17 à 75 députés. Mais aussi, il y a maintenant cette nouvelle union populaire réalisée autour d'un programme de rupture grâce au succès de notre campagne présidentielle et au score de Jean-Luc Mélenchon, qui a permis d'arbitrer finalement entre une gauche d'accompagnement et une gauche de rupture. Et c'est la gauche de rupture aujourd'hui qui est le socle de ce rassemblement. Cette conférence s'appelle Génération Mélenchon du PG à la NUP, en référence d'abord à un bouquin que peut-être certains d'entre vous ont lu, que j'étais en train de finaliser l'été dernier, et qui est sorti au mois de novembre, qui s'appelle Génération Mélenchon. Un bouquin qu'initialement j'avais prévu d'écrire après la bataille des présidentielles et des législatives. Je m'étais dit une fois, la bagarre électorale passée, je pourrais m'y consacrer. Et puis finalement, à force d'être interrogé par des journalistes sur à la fois mon parcours personnel, mais aussi finalement tout ce que nous avons fait, le long cheminement que nous avons entrepris depuis maintenant une quinzaine d'années, eh bien je me suis dit finalement on peut faire œuvre utile en écrivant ce bouquin avant la bataille présidentielle. Et je sais qu'il a été un succès de librairie et j'ai parcouru le pays pour rencontrer les gens qui ont pu l'acheter pendant la campagne présidentielle, qui l'ont lu. Et ça a été un outil qui nous a servi de point d'appui pendant cette séquence.
Mais ce n'est pas uniquement sur le bouquin que je vais m'attarder à cet instant, même si le bouquin permet de résumer toute la trajectoire. Je me suis dit qu'en cette édition 2022 des Amphis, et dans le contexte d'accroissement de notre mouvement, dont vous êtes les témoins privilégiés en participant à ces Amphis, et compte tenu du nombre de nouvelles, de nouveaux venus parmi nous, celles et ceux qui rejoignent la longue marche au moment où précisément nous venons de faire 22% à l'élection présidentielle, et au moment où c'est une gauche de rupture qui domine la scène à gauche en France, je me suis dit que c'était utile pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, et puis pour rafraîchir la mémoire de tous les autres, de reparcourir avec vous dans une conférence les différents choix tactiques et stratégiques qui ont été les nôtres depuis cette quinzaine d'années. Alors, bien sûr, notre courant d'idées, ce que nous incarnons, ce camp de la rupture, en réalité, il prend ses origines bien lointaines, bien avant ces 15 années. Et vous savez que dans nos conférences diverses lors des amphis, comme dans la plupart des événements militants, nous avons extrêmement à cœur de jouer le devoir de mémoire sur l'histoire longue qu'est la nôtre, qui prend ses racines sans doute au fondement de la République et d'abord par la grande révolution française de 1789, raison pour laquelle vous nous avez vu à plusieurs reprises réhabiliter des grandes figures, comme par exemple celle de Robespierre, ou régulièrement, comme par exemple en juillet dernier, rendre hommage à Jean Jaurès, pour continuer, y compris envers les plus jeunes, à entretenir ce fil et d'expliquer de quoi nous sommes les continuateurs dans la grande histoire de ce pays et de la gauche. Alors, bien évidemment, je pourrais commencer cette conférence à partir de 1789, mais chacun ici comprendra qu'elle serait bien longue et qu'on souffrirait trop de la chaleur sous cette tonnelle. Donc je vais commencer au point qui me paraît être le bon point de départ pour situer la continuité de ce dans quoi nous sommes encore aujourd'hui en cet été 2022. Ce point de départ, c'est 2005 et le référendum sur le traité européen. À cette période, je ne l'ai pas vécu comme militant, mais certains dans cette salle, oui. De grandes campagnes de mobilisation ont lieu dans tout le pays et un affrontement a lieu entre ceux qui sont pour le traité constitutionnel européen et celles et ceux qui y sont opposés. Ce traité prévoit, en gros, de faire de l'ordolibéralisme et de la concurrence libre et non faussée la règle positionnée au-dessus de tout au niveau européen, d'imposer partout cette compétition, de revoir à la baisse les normes pour permettre de faire circuler les marchandises, etc., etc. Vous connaissez, c'est-à-dire de fonctionner comme une camisole de force qui impose la trajectoire politique, quels que soient les dirigeants élus démocratiquement dans les différents pays. Et à ce moment-là, il y a un événement à gauche, c'est les collectifs antilibéraux qui se mobilisent, se rassemblent un arc de force très large qui va des partis politiques aux associations en passant par les syndicats pour mobiliser la population dans ce référendum et appeler les Français à voter contre ce référendum. J'insiste sur le fait que ce non de 2005 ne signifie pas non à l'Europe en général. Il y a un idéal européen au départ, après-guerre, qui est de permettre la coopération entre les peuples. C'est le commerce qui le permettait, vous me direz. Mais en tout cas, l'idéal des membres fondateurs, c'était la coopération après la guerre. La vérité, c'est que ce type de traité nous fait entrer dans toute autre chose, qui est la compétition généralisée que je viens de décrire. Et donc, ça n'était pas acceptable. Et pour nous, l'important, c'est de signifier que depuis, l'Union européenne et la Commission européenne, la Banque centrale européenne, fonctionnent pour imposer ces politiques de manière systématique aux dirigeants de tous les pays, y compris à ceux qui tenteraient de s'y opposer. Vous avez pu voir par exemple un président récent de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, expliquer qu'il n'y avait pas de démocratie possible en dehors des traités. Eh bien nous sommes le camp de ceux qui disent qu'il n'y a pas de traité possible contre la démocratie et contre la volonté populaire dont nous sommes les représentants, car pour nous, en républicains, le peuple est seul souverain. À ce moment-là, il y a au sein du Parti socialiste une fracture. Vous avez le parti politique qui, dans ses organes officiels, prend la décision d'appeler à voter oui, sur une logique pro-européenne, pensant que ce traité allait permettre d'avancer davantage dans la construction européenne. Et au sein du Parti socialiste, certains, emmenés par notre camarade Jean-Luc Mélenchon, décident contre l'avis du parti, dont ils étaient membres depuis longtemps. Jean-Luc Mélenchon était alors membre du Parti socialiste depuis une trentaine d'années, décide, contre l'avis du parti, de faire campagne avec la gauche de rupture pour le non.
Cette campagne a été assez incroyable. Vous aviez des meetings dans tout le pays où sur un texte épais comme ça et ô combien technique, les gens venaient dans les meetings avec des post-it plein les extraits du traité et on discutait en détail de ce que ce traité constitutionnel allait faire naître. À ce moment-là, donc, il y a un acte fondateur. Vous connaissez le résultat des courses, c'est que les Français se sont prononcés souverainement, démocratiquement, et que malgré les tentatives et les punchlines de M. Raffarin du type The yes needs the no to win against the no, eh bien c'est le no qui l'a emporté et les Français ont voté non au traité constitutionnel. Et vous avez vu ce qui s'est produit ensuite, c'est quand M. Sarkozy est arrivé, dans l'axe Sarkozy-Merkel qui s'est alors construit, ils se sont coalisés, ont repeint ce traité en traité de Lisbonne et l'ont fait appliquer contre la volonté démocratique sans repasser par les urnes. Et donc ce fut un coup de force antidémocratique. Et je crois que depuis lors et depuis ce moment, eh bien, les différentes secousses de la vie démocratique de notre pays prennent leur source dans ce moment, qui est un moment où on a bafoué la volonté populaire, la souveraineté populaire exprimée par les Français à l'issue d'une campagne de référendum qui avait été une campagne de bonne tenue. Une petite anecdote, Jean-Luc Mélenchon m'a raconté qu'à l'époque, il avait une permanence parlementaire en Essonne, et c'était une permanence parlementaire qu'il partageait avec un autre camarade socialiste, François Lamy, et il y avait un étage Jean-Luc Mélenchon et un étage François Lamy. C'était comme ça qu'ils avaient réparti la permanence parlementaire. Et donc il y avait des affiches de propagande, et donc quand vous regardiez la permanence de l'extérieur, vous avez un étage pour le oui et un étage pour le non. C'était assez iconoclaste, mais c'est ce qui s'est produit. Ce moment-là, c'est un moment où cette gauche de rupture réapprend à travailler ensemble, et où il y a des aspirations communes pour une candidature de ce camp à l'élection présidentielle de 2007. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon et quelques camarades, qui sont toujours nos camarades aujourd'hui, membres de la France Insoumise pour la plupart d'entre eux, animaient une association en parallèle du Parti Socialiste. Ça n'était pas un courant du parti, c'était une association à l'extérieur qui s'appelait PRS, pour la République sociale, qui a produit beaucoup intellectuellement, qui a sorti beaucoup de publications pour précisément alimenter ces débats et qui a été, disons, le cahier de brouillon, les prémices de ce qui deviendra après le parti de gauche. En tout cas, en 2007, ces collectifs antilibéraux et la volonté d'une candidature commune à l'élection présidentielle échouent. Et la gauche est en ordre dispersé à l'élection présidentielle de 2007. La candidate de l'époque, Marie-Georges Buffet, réalise un score assez faible, inférieur à 2%. Et donc c'est un échec essuyé par un mouvement dont on pensait qu'il allait naturellement déboucher et trouver son débouché électoral en 2007. Ça n'a pas été possible. Ensuite, nous arrivons en 2008. Nous sommes donc entrés dans l'ère Sarkozy, qui a gagné l'élection présidentielle de 2007. Et en 2008, il y a au Parti socialiste, comme c'est la vie des partis, j'y reviendrai après, mais vous savez que la vie des partis, et c'est ce qui fait la distinction fondamentale entre un mouvement et un parti, c'est que la vie des partis, elle fonctionne par l'animation des courants, des motions internes, et il y a des congrès régulièrement qui tranchent la ligne stratégique et les aspirations programmatiques. Il y a en 2008 un congrès que nos camarades d'alors au sein du Parti Socialiste, Jean-Luc Mélenchon et ses camarades, considèrent comme un congrès de la dernière chance. C'est-à-dire que l'orientation, la pente prise par le Parti Socialiste qui, rappelons-le, parti de Jean Jaurès, a dans ses statuts qu'il est un parti de la Révolution, la pente prise par le Parti Socialiste à ce moment-là est définitivement rompue et on peut qualifier ce parti dès lors d'un parti de gauche d'accompagnement, c'est-à-dire non pas un parti de rupture, mais un parti qui s'accommode de la situation, du capitalisme financiarisé, de ses conséquences et de tout ce que vous connaissez. Et en 2008, Jean-Luc donc participe à ce congrès et décide que ce sera le congrès de la dernière chance. Ce congrès est perdu et à l'issue de ce congrès, Jean-Luc Mélenchon décide, après bien sûr avoir préparé les choses de longs mois dans cette éventualité, on ne part pas à l'aventure comme ça, même si de fait, pour les camarades qui y ont participé, c'était un pari, mais décide de rompre avec ce parti dont il a été membre et élu pendant des décennies, précisément en disant « le parti auquel j'ai adhéré, c'est pas ça, ça n'est pas celui-là, et donc il faut recommencer ». Je veux noter à cet instant, m'arrêter sur ce point, le courage qu'il a fallu à l'époque.
beaucoup de nos camarades étaient dans un certain confort de situation. Ils étaient élus, globalement, même si la trajectoire politique profonde du parti ne leur convenait plus, des tas de gens font ça, ils pourraient y rester. Eux, ils ont fait un choix qui a consisté à repartir de zéro. C'était courageux que de se dire il y a une impasse et pour faire vivre une gauche de rupture, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de sortir. Et donc ils sont sortis et ils ont fondé en 2008 le parti de gauche. Ils l'ont fondé après des discussions entamées avec la direction du Parti communiste français pour aller vers la séquence électorale suivante, l'immédiate suivante, celle de 2009 des européennes, vers un front uni qui s'appellerait le Front de gauche. Le parti de gauche est donc né d'une sortie de nombreux camarades du Parti socialiste sur ces bases. Et c'est à ce moment-là que démarre véritablement notre histoire collective. Le parti de gauche a permis cette fondation du Front de gauche qui a concouru à l'élection européenne de 2009 sous cette bannière, puis, approchant 2012 et la campagne présidentielle, la volonté d'avoir un candidat du Front de gauche à l'élection présidentielle de 2012. Et ce candidat a été Jean-Luc Mélenchon, candidat donc commun du parti de gauche, du Parti communiste français et de plusieurs autres partis qui étaient membres ou apparentés du Front de gauche. L'élection présidentielle de 2012 est une élection qui a fait rejoindre déjà beaucoup de nouvelles et de nouveaux qui ne croyaient plus du tout en la politique, à se dire il y a là non seulement un personnage, bien sûr, talentueux, mais aussi des équipes qui savent où ils vont, qui voient leur ligne directrice, qui veulent rompre avec cet ordolibéralisme. Et ce fut un succès puisque la gauche de rupture sort alors des abîmes dans lesquels elle était plongée. Et Jean-Luc Mélenchon réussit un score de près de 12% à l'élection présidentielle de 2012. Sa première candidature, c'était un véritable succès. À la suite de ce premier tour de l'élection présidentielle, personne ne se faisait d'illusions dans le second tour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy sur ce qui allait se passer si d'aventure François Hollande gagnait l'élection présidentielle. Personne n'était dupe de ce qu'incarnait François Hollande et spécifiquement au sein du Parti socialiste, précisément la ligne que Jean-Luc Mélenchon et nos camarades avaient tenté de combattre une dernière fois de l'intérieur en 2008. Et au soir du premier tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon et nos camarades font le choix d'appeler clairement à battre Nicolas Sarkozy et à le faire comme s'il s'agissait de voter pour Jean-Luc Mélenchon, mais sans aucune illusion sur ce qu'allait pouvoir permettre l'accession au pouvoir de François Hollande. François Hollande a gagné l'élection présidentielle de 2012. La gauche, en tout cas étiquetée comme telle, revient à ce moment-là au pouvoir, même si très vite, nous allons évidemment, j'allais dire déchanter, mais comme nous étions préparés à ce qui allait se passer, c'était en réalité davantage une confirmation de ce que nous pensions qu'autre chose. Je me souviens que, peut-être comme vous, puisque c'est le moment, moi, où je rejoins Jean-Luc Mélenchon, c'est pendant la campagne de 2012, où après des années d'activité associative et à regarder de près ce que faisaient les partis de rupture, et notamment le nouveau parti anticapitaliste à sa constitution, mais comprenant très vite que son ambition n'était pas la conquête du pouvoir, d'ailleurs ils le disent, eh bien je fais le choix de les rejoindre. Et à ce moment-là, je me souviens que dans sa première rencontre avec François Hollande à l'Élysée, Jean-Luc Mélenchon demande une chose, qui avait été un engagement qu'il avait pris pendant sa campagne. Il demande une chose au président de la République, François Hollande, et lui demande s'il est d'accord pour faire l'amnistie des syndicalistes qu'il a portée pendant sa campagne. Et force est de constater que le socle de 12% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle a largement servi l'élection de François Hollande. Et François Hollande lui dit oui, tu peux l'annoncer aux journalistes en sortant de l'Élysée, je m'y engage. La vérité, c'est que très vite, il s'est assis sur cet engagement et que ce fut une nouvelle déception. Toute la séquence 2012-2015 est donc une séquence pendant laquelle nous constituons et nous faisons progresser le parti de gauche et avec lui le front de gauche, avec cette volonté de gravir les marches l'une après l'autre et sur ce qui a été construit, de continuer à bâtir la suite. À ce moment-là, le parti de gauche développe sa doctrine avec une production intellectuelle et une production programmatique de fond très aboutie, et notamment
cette doctrine de l'éco-socialisme qui affirme le lien extrêmement étroit, j'allais dire indissociable, entre la question écologique et la question sociale, à travers notamment plusieurs livrets sur l'écosocialisme. Le programme que nous avions su faire aboutir en tout premier était même le programme agriculture au parti de gauche. Et donc nous avons vécu cette séquence 2012-2015 avec une école des cadres du parti de gauche, avec le développement du parti qui lui fonctionnait et fonctionne d'ailleurs toujours comme un parti à travers le pays, avec régulièrement de grandes mobilisations populaires sur des thèmes pas a priori les plus simples. Je pense par exemple à des grandes marches sur la TVA sociale ou sur ce qui est finalement notre socle commun, la constituante, pour réaffirmer la souveraineté populaire et la 6ème République, de grandes marches pour la 6ème République. Et nous avons comme ça parsemé le quinquennat de François Hollande de nos offensives politiques pour ramener la gauche qui gouvernait alors à la raison, tout en sachant les difficultés que nous aurions à le faire. La situation est devenue difficile, puisque dans l'imaginaire collectif, dans les grandes masses du pays, la gauche était au pouvoir. Et que donc le programme qu'elle appliquait était un programme qu'on pouvait associer à la gauche de fait, pas pour vous, les militants politiques les plus informés, mais dans la grande masse du pays, François Hollande à la télévision, c'était la gauche qui parlait. Et donc c'était la gauche qui proposait ensuite la déchéance de nationalité, la loi travail, la loi El Khomri, tout ce qui poursuivait la politique finalement libérale de Nicolas Sarkozy et ouvrait la voie à ce qui s'est passé ensuite, on y reviendra avec Emmanuel Macron. Et donc les choses sont devenues très difficiles. Quand vous vous appelez parti de gauche et que vous avez au pouvoir un président estampillé comme tel, qui mène une politique objectivement libérale, eh bien tout devient extrêmement difficile à définir. Raison pour laquelle nous avons fait des grandes campagnes avec ce mot d'ordre pour expliquer que nous étions l'opposition de gauche. Il y a des oppositions à François Hollande et il y a une opposition de gauche, c'est le Front de gauche. Et puis la vie interne du Front de gauche est devenue plus difficile après la séquence de 2012. Puisque bien évidemment, le calendrier électoral avançant, la coalition du Front de gauche étant une nouvelle coalition, chaque échéance électorale était nouvelle pour cette coalition en tant que telle, et les partis qui composaient cette coalition du Front de gauche avaient par le passé certaines habitudes de travail et certaines alliances plus ou moins naturelles. Par exemple, lors de la séquence municipale de 2014, qui a été la première grosse difficulté que nous avons rencontrée. Puisque nous, notre volonté au parti de gauche, avec Jean-Luc Mélenchon et ses militants, c'était d'affirmer la nécessité de faire front de gauche partout, en autonomie au Parti socialiste qui était au pouvoir, qui avait tout. Il faut quand même le rappeler. Le Parti socialiste, dans la séquence 2012-2017, avait les pleins pouvoirs à tous les échelons de la vie démocratique de ce pays. Ils avaient le pays, ils avaient la majorité à l'Assemblée nationale, ils avaient la plupart des collectivités, beaucoup de villes, ils avaient tout. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Vous l'avez vu comme nous. Donc l'opposition de gauche et cette première difficulté, c'est que par exemple, au municipal de 2014, le Parti communiste français fait le choix, dans la plupart des exécutifs où il était engagé, mais même quand il ne l'était pas, de retourner à ses alliances traditionnelles, notamment avec le Parti socialiste. Ce qui pour nous était absolument inacceptable compte tenu de ce qui était en train de se faire et de la politique qui était menée au sommet de l'État. En faisant cela, nous créons les conditions que définitivement le Front de gauche se rende illisible par la population. Comment pouvez-vous passer votre temps à faire des campagnes pour clamer que vous êtes l'opposition de gauche, que vous êtes le camp de la rupture et que vous voulez mener une autre politique avec celles et ceux qui mènent la politique que précisément nous refusons, qui sont au pouvoir et qui nous font sortir dans la rue, y compris sur la réforme des retraites de Madame Touraine et tout ce que vous avez connu pour celles et ceux qui ont participé dans cette séquence. Ça a été donc une première ligne de fracture, il faut bien le dire. Et nous avons compris dès lors que maintenir le Front de gauche en l'état deviendrait difficile. Tout en ayant cette idée en tête et tout en continuant à travailler au sein du Front de gauche, eh bien, nous nous sommes rappelés à une chose, c'est que les outils que nous bâtissons ne sont pas des outils que nous fétichisons. Pour nous, une coalition politique, un mouvement politique ou un parti politique n'est pas un objet qui a vocation, par nécessité, à être gravé dans le marbre dans la durée, qu'on doit faire vivre en dépit de toutes
que les modifications du contexte politique. Non, pour nous menons, Jean-Luc Mélenchon rappelle souvent cela, nous ne menons pas une guerre de position qui viserait à entretenir simplement nos outils, nous menons une guerre de mouvement, c'est-à-dire à chaque fois que la situation politique exige un bouger, exige un pas de côté, nous devons nous tenir prêts et être organisés, avoir la manière organisationnelle de le faire pour nous réadapter à la nouvelle situation. Et bien évidemment, quand on construit un outil politique, on a toutes les raisons d'y être attaché, mais nous n'avons pas vocation à fétichiser nos outils, à construire des musées dans la durée. Nous voulons créer des outils qui correspondent aux aspirations populaires auxquelles nous voulons coller et qui nous permettent d'atteindre nos objectifs politiques, en l'espèce, accéder au pouvoir pour appliquer un programme de rupture depuis l'un des pays européens les plus capitalistes, la France. J'y reviendrai après. En 2015, nous avons donc un nouvel épisode difficile, nouvel épisode électoral compliqué, celui des élections régionales. Et une nouvelle fois, les difficultés rencontrées lors des municipales de 2014 se représentent. Il y a des endroits où le front de gauche réussit à être uni. Il y a des endroits où, au départemental qui avait précédé, nous avions même réussi à faire l'alliance du front de gauche avec les Verts sur un programme de rupture. Mais tout ça est à géométrie variable. Et donc, à l'échelle du pays, le front de gauche est définitivement illisible. On ne sait plus quel est véritablement son rapport au pouvoir en place, puisque c'est la géométrie variable partout dans le pays, avec des résultats parfois assez spectaculaires. Je prends mon cas dans les Hauts-de-France, mais à l'époque, la fin des négociations régionales se termine avec une liste menée par Sandrine Rousseau pour Europe Écologie, les Verts, et le PG qui avait fait le choix de faire ce pas de côté pour pousser le Parti communiste à dire « écoutez, soyez raisonnables, on fait tous ensemble », comme on a su faire dans certains endroits au départemental, et le Parti communiste qui refuse, menant une liste autonome avec Fabien Roussel. Et le résultat au régional, dans les Hauts-de-France, c'est la disparition, je prends cet exemple parce que c'est le mien, c'est la disparition de la gauche de l'hémicycle régional et le face-à-face qui s'est introduit entre Xavier Bertrand et l'extrême droite pendant toute la durée du mandat qui suit, et un résultat tout juste inférieur à 5% pour notre coalition avec les Verts, et tout juste supérieur à 5% pour Fabien Roussel, et donc aucun élu de gauche. À ce moment-là, on comprend que la suite et la prochaine séquence électorale qui se pointe devant nous, celle de 2017 et la grande élection, l'élection structurante dans le pays, celle de la présidentielle, va nécessiter une nouvelle saison. 2015, il y a eu une autre histoire, une autre aventure que nous avions démarrée, que nous avions impulsée pour redonner de la vitalité, y compris militante, à notre activité et faire valoir le socle de la 6ème République qui est vraiment au cœur de notre programme. C'est le mouvement pour la 6ème République. Qui connaît le M6R dans cette salle? Levez la main. Ok. C'est une minorité. Je crois que vous pouvez retrouver quelques archives et même sans doute le site internet, mais en 2015, avec Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Gabriel Amar, Mathilde Panot et beaucoup d'autres, nous impulsons le mouvement pour la 6ème République. Nous continuons notre activité au sein du Front de gauche, mais nous constituons ce mouvement pour la 6ème République. C'est l'époque aussi d'un coup dur pour notre courant politique, puisque un camarade qui était aux avant-postes combattants de l'époque, qui était le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, qui était une cheville ouvrière du Parti de gauche et du Front de gauche, François Delapierre, décède. C'est donc un moment qui est spécialement difficile. Je vous invite, y compris pour les plus jeunes d'entre vous, à retrouver les écrits de notre camarade François Delapierre, qui montrent la puissance intellectuelle qu'il avait et son apport à notre combat commun. Et donc nous nous lançons vers ce mouvement pour la 6ème République. Il s'agissait de faire signer partout à travers le pays une grande pétition pour la convocation d'une assemblée constituante, c'est-à-dire de rappeler le cœur de tout, quel que soit le sujet, qu'ils soient les sujets sociaux, qu'ils soient les sujets écologiques, tout est lié à la question démocratique et à la capacité du peuple à décider. Je prends un exemple tout bête, mais en ce moment. Vous voyez par exemple la taxe sur les super profits qu'ils nous ont refusée à l'Assemblée nationale et que beaucoup de pays européens mettent en place. Je pense à l'Espagne, à l'Italie, au Royaume-Uni, que des organismes internationaux comme le secrétaire général de l'ONU appellent à mettre en place. Il y a eu un sondage qui est paru pendant l'été qui montre
qu'une majorité de la population française est favorable à cette taxation des super-profits. Et pourtant, on a un gouvernement sans majorité qui nous la refuse. C'est donc bien qu'il y a un problème démocratique et qu'on n'est pas dans la représentation populaire et que ce n'est pas le peuple qui est souverain. Si le peuple était véritablement souverain, la taxation des super-profits aurait lieu. Donc cette question de nos institutions, de la monarchie présidentielle qu'est la Ve République et de la nécessité de défaire ce nœud gordien en passant par la Constituante et la Sixième République était le fondement de ce M6R, Mouvement pour la Sixième République. Là, c'était ce qui nous animait sur le fond. Mais sur la forme, celles et ceux qui l'ont connu sont obligés de voir que là aussi, nous avons affaire à un cahier de brouillon sur la forme de ce que nous allons faire après. Puisqu'il s'agit d'une plateforme qui est ouverte à signature, avec une vocation d'être tournée vers l'action, de faire en sorte d'agir directement sur le terrain, pas d'animer des congrès entre nous, mais d'aller à la rencontre de la population, d'entendre ses aspirations et de formuler cette proposition de la Constituante et de la Sixième République, et avec des formes novatrices, y compris d'un point de vue numérique, avec l'organisation d'une plateforme qui s'appelait Nous le Peuple, qui permettait des échanges absolument gigantesques entre les différents participants. Et nous avons ainsi expérimenté pendant cette séquence autour de 2015-2016. Je reviens un court instant au régional de 2015. Je me souviens d'un déplacement de Jean-Luc Mélenchon dans les Hauts-de-France, à quelques jours du scrutin. C'était sans doute le dernier meeting dans l'Oise, pour soutenir la liste emmenée alors par Sandrine Rousseau, que nous soutenions. Et bien évidemment, on était dans un moment qui était très compliqué. Alors on fait le job, mais c'est un moment qui était assez désespérant politiquement. Et nous étions là avec Hugo Bernalicis, mon camarade du Nord, et je me souviens que Jean-Luc Mélenchon nous a pris sous le bras après son meeting, il fallait bien appeler ça comme ça, même si c'était pas le meeting des grands soirs en termes d'affluence, avec les régionales, et nous a dit, écoutez, on va pas en rester là. N'ayez pas grise mine, on a des outils qui nous permettent d'avancer, et on ne va pas continuer à faire en sorte qu'on laisse partir à volo le front de gauche et qu'on soit pieds et poings liés à celles et ceux qui ont rompu avec finalement ce qu'était notre intuition de base lorsque nous l'avons constitué. Incontestablement, le mouvement pour la Sixième République a servi de cahier de brouillon pour ce qui apparaît début 2016, à savoir la France insoumise. À l'époque, Jean-Luc Mélenchon avait fait, comme on dit, le tour des popotes pour voir un peu qui serait susceptible de soutenir une nouvelle candidature à la présidentielle. Et prenant en compte toutes les tergiversations et la nécessité d'avancer tôt pour ancrer une stratégie, pour construire un programme dans la durée, nous décidons de nous lancer en février 2016. Et c'est en février 2016 que naît la France insoumise, avec cette plateforme qui est à la base, vous devez vous en rappeler, une plateforme d'appui à une candidature, d'appui citoyen à une candidature, et nous constituons ce mouvement de la France insoumise. Nous sommes début 2016 et nous avons devant nous un peu plus d'un an de campagne électorale. Et la France insoumise est née avec ses différents outils, et nous avons fait le choix de constituer cette fois un mouvement et non pas un parti. Il y avait certaines expériences européennes qui nous avaient laissé penser que l'avenir serait précisément des mouvements tournés vers l'action et non pas la vie des partis politiques dont on avait vu pendant toute la séquence 2012-2015 à quel point finalement elle aspirait toute l'énergie militante sur la vie interne, non pas qu'il faille mépriser la vie interne et ses objectifs et ses considérations, mais nous considérions que l'essentiel était de nous propulser vers l'extérieur, de faire grossir une force politique de rupture capable d'embarquer, y compris celles et ceux qui se tiennent d'élection en élection, toujours plus éloignés de la vie politique, considérant parfois à raison avoir tout essayé et que rien ne fonctionnait. Il fallait donc leur proposer quelque chose qui précisément n'avait jamais été essayé. Et donc il y a eu cette plateforme et la constitution de la base de ce mouvement que nous devons chérir, qui est le groupe d'action. Cette cellule autonome, à l'échelle d'un quartier quand c'est possible, parfois d'un village, d'une ville, qui a vocation à se multiplier pour assurer un maillage du territoire, dans lequel nous devons assumer nos différences d'appartenance parfois politique, de parcours politique. Certains étaient militants de longue date de certains partis, d'autres ne l'avaient jamais été,
d'autres avaient rompu avec la vie politique et y revenaient, et donc d'assumer, malgré toutes ces différences, et j'allais dire au-delà de toutes ces différences, la constitution de ce grand mouvement, et de nous lancer dans la bataille de l'élection présidentielle. Avec eh bien, le succès que vous connaissez, puisque nous sommes passés dans l'élection présidentielle de 12% avec le Front de gauche en 2012 à 19% en 2017. C'est donc encore un saut qualitatif qui est franchi lors de cette campagne. Et y compris, vous l'avez vu, puisque nous sommes un mouvement, nous nous sommes organisés et réorganisés à mesure de nos besoins. D'abord, il a fallu fonder un programme. Et donc, nous sommes partis du programme de 2012, l'humain d'abord, et nous l'avons entièrement retravaillé avec tous les secteurs de la société disponibles pour le faire, les syndicats, les ONG, par des cycles de centaines et centaines d'auditions, par des décisions prises lors des conventions de la France Insoumise, nouvelles formes aussi d'élaboration collective, qui nous ont permis d'adopter ce programme et de trancher ce qui est quand même l'essentiel, le programme L'Avenir en commun dans sa première édition, dans la séquence de 2016-2017. Et puis ces formes, conventions, assemblées représentatives, les groupes d'action et nos campagnes. Alors, certains ont beaucoup écrit sur ce récit et ce tournant stratégique, et on dit que nous étions passés au populisme de gauche. Je vais vous dire franchement, même si le terme populisme est très négativement connoté dans la sphère médiatique, puisque bien souvent, quand on utilise le terme populisme dans les médias, quand ils utilisent le terme populisme dans les médias, vous pouvez généralement, 100% des fois, le remplacer par le terme démagogie. C'est-à-dire que pour eux, ils considèrent que c'est de la démagogie. Nous considérons que coller aux aspirations populaires, être la représentation politique du peuple populaire, c'est notre tâche. Et donc, nous n'avons pas peur des mots. Alors, on pourrait dire que nous sommes peuplistes et non pas populistes, si vous préférez. Mais en tout cas, c'était bien ça, le fondement de ce que nous étions en train de faire. Et donc, je disais, ce résultat, 19% à l'issue du scrutin de 2017. Et bien évidemment, dans l'immédiate suite, les élections législatives, où nous réussissons à faire entrer un groupe de 17 députés à l'Assemblée nationale pour porter cette stratégie de la rupture, ce programme L'Avenir en commun, s'opposer à la politique de celui qui alors a pris le pouvoir, Emmanuel Macron. Je m'arrête un instant là-dessus. Emmanuel Macron, vous le savez, a participé au gouvernement de François Hollande. Il était ministre de l'économie. Il est maintenant entendu qu'il a utilisé tous les moyens dont il disposait au ministère de l'économie pour préparer sa campagne présidentielle. Il est donc incontestablement l'émanation de la politique libérale et de la pente libérale qu'avait, dans la continuité de Nicolas Sarkozy, poursuivi François Hollande. Et à l'époque de 2017, notre score de 19%, qui place donc la gauche de rupture en tête de l'élection présidentielle, ce qui est un événement considérable. Il y a très peu de pays européens, il n'y en a quasiment pas d'ailleurs, je crois, dans lesquels c'est la gauche de rupture qui arrive en tête. Beaucoup ont lu ce moment comme un accident de l'histoire. Jean-Luc Mélenchon a fait une belle campagne, c'était populaire, il y avait de grands rassemblements, de gros événements, auxquels je suis sûr, là pour le coup, beaucoup d'entre vous ont participé déjà à l'époque. Et donc c'était un accident de l'histoire, une fois. La séquence 2017-2022, qui vient de s'achever, c'est donc la séquence où le groupe parlementaire fait la démonstration de notre capacité dans les institutions, de notre volonté non seulement de nous opposer farouchement à la politique menée par Emmanuel Macron. Le bilan de ce premier quinquennat, très franchement, s'il fallait retenir quelque chose du quinquennat d'Emmanuel Macron, on pourrait retenir bien sûr l'inaction climatique qui fait que nous en sommes dans une situation aggravée que nous connaissons aujourd'hui. On pourrait retenir le fait que ce libéralisme sans assise populaire se double maintenant d'un autoritarisme qui s'est donné à voir dans les mouvements populaires comme celui des Gilets jaunes pendant cette période. Et on peut bien sûr y voir une trajectoire qui, en dépit de toutes les intentions affichées, mène une politique exclusivement au service des plus riches, dont Emmanuel Macron est le digne représentant. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, pendant la campagne présidentielle, j'avais représenté Jean-Luc Mélenchon, le candidat. Il ne peut pas courir toutes les conférences et toutes les tables rondes auxquelles on invite un candidat à la présidentielle à participer.
J'avais représenté Jean-Luc dans une table ronde devant un parterre à peu près aussi nombreux que le vôtre cet après-midi, de dirigeants économiques. Autant dire, clairement pas acquis à notre cause. Des gens qui avaient vu toute la journée Bruno Le Maire, Valérie Pécresse, Éric Zemmour défiler pour leur dire nous allons baisser les impôts de production, nous allons subventionner ceci, etc. etc. Moi j'étais venu leur dire autre chose. J'étais venu leur dire écoutez, nous on ne va pas baisser les impôts de production, mener la politique qu'ont mené les précédents. Par contre, on assume le dialogue avec vous parce qu'on a devant nous de grands défis qui, quoi que vous pensiez politiquement, vont nécessiter une bifurcation. Que vous soyez d'accord ou pas, le changement climatique a atteint des seuils d'irréversibilité et donc, si l'on ne fait rien, eh bien les choses vont s'aggraver. Et vous, comme représentant du patronat, si vous avez bien évidemment comme principaux intérêts, on le voit, d'investir dans les marchés financiers, d'investir dans des secteurs qui ne sont pas nécessairement nécessaires à notre, qui ne sont pas utiles à notre économie, des secteurs qui ne sont pas productifs, eh bien nous faisons un pari, c'est que nous pouvons tenter de vous convaincre. Et puis après, je discute avec eux, et je leur dis alors, Valérie Pécresse qui me précédait, elle vous a convaincu, est-ce que la droite libérale a encore une prise sur vous? Et dans une sorte, je ne sais pas si c'est du cynisme ou juste de l'honnêteté, ils m'ont dit, mais monsieur Caténins, nous franchement, avec tout ce qu'Emmanuel Macron nous a servi pendant ce quinquennat, on n'a aucune raison de changer de crèmerie. Ils me l'ont dit aussi froidement et à peu près mot pour mot comme je vous l'ai dit. Et maintenant, Emmanuel Macron a un bilan. Donc on peut regarder d'assez près ce qu'il a fait. L'un des premiers actes du quinquennat, ça a été le bouleversement du Code du travail, le renversement de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire désarmer la possibilité des forces sociales et syndicales d'agir comme ils peuvent agir dans les entreprises. Puis la politique fiscale qui a été menée, même si Emmanuel Macron se réclame ne pas vouloir et ne jamais avoir parlé de ruissellement, c'est une politique qui visait à dire nous allons favoriser le capital, nous allons faire un choc fiscal en faveur du capital, et le capital mieux doté va s'investir dans l'économie, dans les emplois, et donc toute l'économie va en bénéficier. Je me souviens même qu'au moment de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, premier volet de cette politique fiscale, Marlène Schiappa, face à nos critiques à l'époque, disait si la suppression de l'ISF, après une année ou deux, n'a pas produit les effets escomptés en termes d'investissement dans l'économie et dans l'emploi, Marlène Schiappa, suis prête à remettre sur la table la question de l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors je crois qu'à notre camarade Corbière qui doit débattre avec elle aujourd'hui ou demain je crois, je pense qu'il faudra lui poser la question de savoir si elle est toujours favorable au rétablissement de l'ISF, parce que de son propre aveu, elle devrait le faire. Car la politique d'ISF et de flat tax, c'est-à-dire d'en finir avec la progressivité de l'impôt sur le capital, c'est-à-dire en fait, disons-le, traduisons-le, d'instaurer un bouclier fiscal pour les plus riches, n'a eu absolument aucun effet sur l'économie et l'investissement de manière positive, ni sur l'emploi. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait monté un comité Théodule pour évaluer ces réformes fiscales, un comité qui était calibré pour faire en sorte que la conclusion soit favorable à ces réformes. Et le comité en question dit, après analyse, nous ne pouvons pas dire que ces réformes ont eu des effets escomptés en matière d'investissement et d'emploi dans les secteurs productifs. C'est donc bien un échec des intentions affichées, mais par contre, c'est un succès incroyable du point de vue de ce que je vous disais au tout début de cette conférence, à savoir l'offensive en faveur de la rente et du capital. Grâce à la flat tax d'Emmanuel Macron, les ménages qui bénéficient de dividendes, qui sont souvent les plus riches, ont en 3 ans cumulé 29 milliards d'euros supplémentaires de dividendes du seul fait de l'existence de cette réforme. Et vous savez qu'en un quinquennat, Emmanuel Macron a permis ce fait que les 500 familles les plus riches de France sont passées d'un patrimoine cumulé de 570 milliards à 1000 milliards d'euros. Et que désormais en France, 5 milliardaires possèdent autant que 27 millions de personnes. Voilà où nous en sommes rendus après un quinquennat de renoncement, y compris sur la question climatique. Vous avez vu le fiasco absolu de cette convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron fait toujours des conventions citoyennes ou des grands débats pour afficher des intentions contraires aux actes qu'il pose, comme par exemple en cette rentrée où il nous annonce son Conseil national de la refondation, sorte d'assemblée parallèle qui va démarrer au mois de septembre, censée tout refonder, discuter de tout, de la démocratie, des grands bouleversements économiques, puisque bien sûr, comme il nous l'a dit hier,
c'est la fin de l'abondance, mais la question est pour qui? Puisqu'il a été bien inspiré hier, le jour où il dit c'est la fin de l'abondance, il y a un papier qui sort qui dit que la France atteint des records jamais atteints de dividendes vers ses actionnaires. Le jour où Emmanuel Macron dit c'est la fin de l'abondance. Donc c'est une politique qui passe à l'offensive, qui fonctionne comme un bulldozer, qui finit de rabougrir tous les acquis sociaux, et ce gouvernement annonce une offensive globale dans la séquence qui vient, puisque ça va démarrer par la réforme de l'assurance chômage au mois d'octobre, puisque ça va se poursuivre avec la réforme des retraites et tout ce que vous savez. Je recule un peu donc dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Par exemple, la séquence des gilets jaunes. Beaucoup de syndicats, beaucoup de formations politiques ont longuement hésité à soutenir et à se mobiliser en faveur du mouvement des gilets jaunes à son départ. Parce que c'était tout à fait neuf, parce que c'était incontrôlable du point de vue des organisations traditionnelles, parce que c'était parfois difficilement définissable politiquement. Et nous-mêmes, nous nous sommes posé la question parfois. Certains commentaires au début, c'était « mais attendez, regardez la composition en détail de ces ronds-points, il y a parfois là-dedans des gens qui sont plutôt de l'autre bord, etc., etc. » Mais très vite, quasi instantanément, nous avons fait le choix d'en être. D'en être sans aucune volonté de récupération. D'ailleurs, ce mouvement était absolument irrécupérable. Qui aurait tenté de le faire n'aurait pas pu. Mais comment ne pas soutenir un mouvement qui revendiquait davantage de justice fiscale, qui revendiquait des dispositifs que nous avions intégrés dans nos programmes dès l'élection de 2012, comme le référendum d'initiative citoyenne. Malgré ses imperfections, malgré son caractère parfois neuf, et le fait que par le pourrissement du mouvement auquel a procédé le pouvoir, et en agissant comme il a agi par la répression féroce, le mouvement ait pu parfois s'adonner à la violence politique qui n'est pas notre volonté, vous le savez, mais qui parfois peut s'expliquer. On a vu dans ce mouvement des gens qui ont commencé avec chevillé au corps la notion de pacifisme et la nécessité de faire la démonstration d'une France du travail qui n'arrive plus à joindre les deux bouts, qui pour la première fois monte sur la scène mais veut le faire correctement. Et des gens qu'on retrouvait quelques semaines plus tard nous dire « Attendez, après ce qu'on a pris sur la figure, ça suffit maintenant. » Non seulement pas de débouché politique, pas de réponse politique à la hauteur, autre que ce grand débat qui n'a servi à peu près à rien, mais qui plus est, une répression sauvage. Oui, il fallait être aux côtés des Gilets jaunes, et nous sommes fiers de l'avoir été, et d'avoir pu constater, peu importe les conséquences électorales, d'avoir pu constater qu'en termes de comparatifs, dans les cahiers de doléances qui ont été déposés par les Gilets jaunes, qui sont une mine d'informations absolue, eh bien, il y a non seulement une très forte proximité avec notre programme L'Avenir en commun, mais il y a qui plus est sur la forme et la base des revendications, des comparaisons tout à fait possibles avec ce qui s'est produit en 1789 et le mouvement de la Grande Révolution. C'est bien le signe que, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe dans ce pays, la France, les Français restent un grand peuple politique animé par ce courant de la Révolution. Il reste, et à tout moment, il peut rejaillir. Et je crois que nous avons fait la démonstration pendant ce mandat d'une méthode, un pied dans l'institution avec le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, qui, je le crois, en votre nom, a mené avec brio ce mandat d'opposition au premier quinquennat d'Emmanuel Macron, un pied en dehors, par nos campagnes, par nos votations citoyennes, par le développement du mouvement et le fait de sans cesse tenter de l'améliorer. Il est normal qu'il y ait toutes sortes de débats sur la manière d'organiser notre mouvement. Je vais vous dire, nous n'avons jamais été autre chose qu'en réorganisation permanente. Mais pas pour faire vivre d'émotions, des courants et des congrès. Parce que pour nous, la ligne programmatique qui se tranche dans des congrès, elle est tranchée. C'est l'Avenir en commun et le peuple français lui a donné une très forte assise populaire. Donc cette ligne programmatique est tranchée. La ligne stratégique, celle de la rupture et d'être tournée vers l'action pour sans cesse agglomérer, est elle aussi tranchée. Donc réorganiser toujours, oui, mais réorganiser pour s'adapter aux besoins, aux objectifs et aux problématiques que rencontre le mouvement. Il est clair qu'un mouvement qui vient de multiplier par 5 son nombre de députés à l'Assemblée nationale, qui connaît désormais quelques 360 000 militants, des dizaines de milliers de groupes d'action à travers le pays, doit sans cesse repenser ses cadres d'action locaux, de coordination. Il y a des choses qui n'existent pas, que nous allons devoir faire exister. Mais nous allons le faire de manière très pragmatique. Quelles sont nos problématiques rencontrées
dans notre action, dans notre développement, dans notre capacité à nous implanter encore davantage dans le pays. Comment y répondre de façon pratique? Voilà ce que nous avons à faire. Je fais une petite marche arrière et je terminerai par la séquence qui vient de s'achever et qui nous amène à cette rentrée politique, celle de 2022. En 2020, nous commençons à discuter de l'échéance électorale qui vient, de la présidentielle. Et nous avons pris une décision collective, très collégiale. L'ensemble des parlementaires du mouvement, inclus les députés européens, l'ensemble des militants du mouvement ont été consultés pour donner leur avis sur une nouvelle candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et évidemment, Jean-Luc Mélenchon lui-même d'admettre qu'après cette séquence de 5 années à l'Assemblée nationale, des personnages multiples dans leur diversité étaient apparus. La plus grande fierté de ce premier groupe à l'Assemblée des 17, c'est évidemment sa représentation sociale. Des gens qui, comme Danielle Obono, étaient conservatrices des bibliothèques, comme Caroline Fiat, aide-soignante. Moi qui étais conseiller clientèle, d'ailleurs, ils me l'ont beaucoup reproché en m'appelant le député call center, mais pour nous c'était une décoration, pas une insulte. Bref, nous avions réussi cela. Et donc des personnages sont apparus. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même de dire, il faut qu'on prenne une décision et elle doit être collective. Et si certains d'entre vous considèrent qu'il peut y avoir une autre option que ma candidature, il faut qu'on en discute collectivement et sans aucun conflit entre nous. Et nous l'avons fait. Et ce fut unanime. Tous nous avons considéré, après la séquence des Gilets jaunes, après tout ce que ce moment disait politiquement, qu'après 2 candidatures à l'élection présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, cette nouvelle candidature pouvait nous permettre d'atteindre notre objectif. Alors beaucoup disaient, oui, mais désormais, l'image de Jean-Luc Mélenchon est abîmée après l'épisode des perquisitions et tout le reste. Mes camarades, sachez que jamais il n'a été question d'autre chose dans ce moment que de s'attaquer à une ligne politique. Si nous avons subi tout ce que nous avons subi depuis 2017, ne vous y trompez pas, c'est du fait de la ligne politique que nous incarnons. Faire 19% à l'élection présidentielle, la plus grande élection de ce pays, avec un programme de rupture aussi radical qu'est l'avenir en commun, est inacceptable du point de vue des tenants actuels du système néolibéral qui le poursuivent. Et donc ils usent de tous les moyens contre nous, y compris en France, comme ils le font dans certains pays où cette gauche existe aussi. Je pense à des pays d'Amérique latine que Jean-Luc a visités de nouveau pendant l'été, où les camarades les plus éminents, les responsables politiques ont sur la tête des procès multiples et toutes sortes de mises en cause, y compris certains ont fait de la prison, comme notre camarade Lula au Brésil, pour être ensuite réhabilité. Tout est bon pour nous affronter. Je me rappelle une fois, et je vous livre cette anecdote, dans un taxi entre l'Assemblée nationale et le siège du mouvement, on était un peu fatigués après plusieurs nuits blanches de débat à l'Assemblée, et le chauffeur de taxi dit à Jean-Luc, s'adresse à Jean-Luc et moi dans le taxi, et il dit « Ah, Jean-Luc Mélenchon, on vous soutient, on est avec vous, mais quand même, qu'est-ce qu'ils vous mettent dans la figure? C'est dur, vous subissez à épisodes réguliers des campagnes lourdes de calomnie, de mise en cause personnelle. » Et Jean-Luc, stoïque, de répondre « Mais vous pensiez quoi? Qu'ils allaient nous laisser tranquilles après ce qu'on a fait en 2017? Vous pensiez franchement qu'après le signal envoyé, avec ces 19%, le groupe parlementaire et toutes les difficultés que nous leur avons données pendant ce mandat, vous pensez sincèrement qu'ils allaient nous ficher la paix et dire « Eh bien très bien, que cela continue leur progression ?» Non, c'est autre chose qui s'est passé. Pendant tout ce quinquennat, Emmanuel Macron a nourri, a préparé son duel bis repetita de 2017 avec l'extrême droite, avec des proximités idéologiques qui se sont vues, des choses qu'on n'attendait pas, des sorties comme celles sur Maurras, sur Pétain, des Gérald Darmanin sur le plateau de France 2 disant à Madame Le Pen qu'elle était trop molle et que sais-je encore. Il a préparé ce duel. Et donc nous nous sommes préparés aussi et nous nous sommes dit, eh bien oui, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est la plus capable, avec ce programme une nouvelle fois réactualisé, de faire en sorte que nous y parvenions. Et de nouveau, nous avons tenté cet élargissement. Car pendant toute la séquence, régulièrement, nous avions appelé à la constitution de cette fédération populaire qui permettrait que se retrouve une gauche politique de rupture et les syndicats et les associations. Mais très vite, nous avons compris que chacune des forces en présence irait à l'élection présidentielle de manière autonome. Nous l'avions très vite compris. Et donc nous avions décidé de ne répondre à aucune attaque
et chemin faisant, de poursuivre avec beaucoup d'entre vous qui nous ont rejoints dans cette bataille à ce moment-là, eh bien, d'aller droit au but, d'aller au combat et de convaincre avec nos méthodes, des caravanes populaires, avec nos référents d'immeubles, avec une chose que nous avons chevillée au corps. Là où il y a de l'action, il y a du résultat. Là où il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat. Ça veut dire que là où on peut, on doit améliorer la capacité de se tourner vers l'action directe auprès de la population. Et là où nous ne sommes pas ou peu implantés, il va falloir maintenant que l'on s'attelle à faire en sorte de développer notre mouvement, y compris en y envoyant des camarades pour constituer des collectifs militants là où ils n'existent pas. Mais nous avons tenté cette stratégie de l'union populaire, permettant à des intellectuels, à d'autres qui ne sont pas membres de la France insoumise, de nous rejoindre. Admettons parfois que leur programme ne soit pas exactement pile-poil l'avenir en commun, mais qu'ils considèrent que dans le moment politique, dans la situation que nous vivons, c'est le meilleur choix à faire. Et donc, nous avons réussi ce que vous savez, c'est le 10 avril, qui est le grand moment fondateur de ce que nous avons désormais sous les yeux avec la nouvelle Union populaire, ce qui sera ma conclusion. Le 10 avril, celles et ceux qui en 2017 pensaient que le score de Jean-Luc Mélenchon était une erreur de l'histoire, ont eu la confirmation qu'en France, l'arbitrage entre une gauche d'accompagnement et une gauche de rupture était définitivement réalisé. Je vous invite à retrouver les scores à la présidentielle de certains candidats de gauche. On peine à s'en rappeler, mais par exemple, le Parti socialiste à moins de 2% dans une élection présidentielle, c'est absolument quasi incroyable, imprévisible. C'est ce qui s'est produit. C'est donc cette ligne-là qui s'est imposée, la ligne de rupture, avec une mobilisation populaire inattendue jusqu'à la dernière minute, avec des sondeurs qui se sont trompés de 5 points entre les derniers sondages du vendredi et notre résultat définitif du dimanche. Et donc, ce discours de Jean-Luc Mélenchon au soir du 10 avril, nous avons là une force constituée. On va continuer. Maintenant, il s'agira, comme toujours, de faire mieux. Et au lendemain de l'élection présidentielle, nous nous disons maintenant, puisque le calendrier électoral est ainsi fait, nous devons affronter la prochaine échéance, celle des élections législatives. Nous nous sommes beaucoup tambourinés, en tout cas, ils nous ont beaucoup tambourinés partout à gauche pendant la campagne, mais la seule option qui nous permette véritablement de déjouer le piège Macron-Le Pen, et ce face-à-face qui en réalité n'en est pas un, mais une solution de confort pour que le néolibéralisme se maintienne en place, nous nous sommes dit nous allons devoir faire une proposition. Sans amertume, sans revenir sur ce qu'il s'est produit. Car mes amis, on peut se le dire, sans raviver les plaies. Autant le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts n'étaient pas nos alliés historiques, mais le Parti communiste français avait été notre allié historique. Le Parti communiste français, à 2 reprises, en 2012 et en 2017, a soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Non sans un certain succès, y compris pour le parti en tant que tel. Et cette fois, le choix a été inverse. Et compte tenu du nombre de voix qu'il nous a manqué, oui, nous pouvons dire, nous avons dit et nous pouvons redire que si nous avions été au moins rassemblés avec le Parti communiste français au sein de cette union populaire lors de la présidentielle, incontestablement, nous nous serions qualifiés au second tour et nous aurions eu un second tour bien différent que celui de Macron-Le Pen qui nous a été resservi à cette occasion. Mais malgré ça, nous avons fait ce choix de tenter de discuter avec tous de ces élections législatives. Et j'attire votre attention sur le fait que nous n'avons jamais voulu faire un accord électoral à la petite semaine qui nous aurait amené à nous retrouver autour d'un tract et de 10 mesures et de faire semblant d'être d'accord. Nous avons voulu bien autre chose. Et jusque très tard, nous avons pensé que ce serait impossible, y compris lorsque nous avons rencontré les dirigeants socialistes. Et j'aime autant vous dire que des écologistes au Parti communiste, en passant par le Parti socialiste, nous avons compris lors des discussions qui ont été menées, et je sais que mon camarade Paul Vanier va animer une conférence qui s'appelle « Les Nuits de la NUPES », qui parle de cette séquence de négociations avec des partenaires, et je vous invite à vous y rendre. Nous avons compris tout de suite que le message avait été entendu, que cette fois-ci, les différentes composantes de la gauche traditionnelle et de la gauche d'accompagnement, et les écologistes,
avait entendu que cette ligne de rupture avait été plébiscitée et que c'est elle qui pouvait structurer dans la durée notre grande famille politique. Le plus intéressant même était la discussion avec ceux du Parti socialiste, qui nous ont dit oui, définitivement, nous avons compris que la ligne du parti, celle qui a justifié votre rupture à vous avec le Parti socialiste à l'époque, nous a mis sous la ligne de flottaison. Je vais même vous dire, un jeune dirigeant socialiste nous a même dit « Si notre parti n'avait pas commis ces erreurs de trajectoire, alors vous et nous serions encore dans le même parti aujourd'hui, car votre chef d'alors ne nous aurait pas quittés. » On a donc compris très vite que la leçon du 10 avril était entendue. Et nous avons exigé que l'on ne fasse pas un tract à minima, mais que nous nous engagions à un programme de gouvernement commun, parce que le 10 avril structure la vie politique en 3 blocs, et qu'il s'agissait de rassembler le bloc populaire autour d'un programme de rupture. Et notez bien que la nouvelle Union populaire écologique et sociale n'est pas une simple union de la gauche pour l'union. Nous avons passé longtemps à dire, et c'est toujours vrai, que l'union sans un contenu clair de rupture n'était pas possible, qu'elle ne porterait pas ses fruits, que des expériences électorales passées nous l'avaient confirmé. Ce qui justifie l'union, c'est la rupture. Pas de rupture, pas d'union. Ça paraît contradictoire du point de vue des termes, mais vous comprenez que je parle de rupture sur le fond. C'est parce qu'il y a une ligne de rupture que l'union est rendue possible. Et nous avons réussi cette prouesse, et les camarades qui y ont travaillé au programme peuvent être encore félicités d'avoir réussi non pas à faire 10 ou 15 mesures comme certains de nos partenaires le disaient. Nous leur avons dit, mais attendez, soyez sérieux. Tout le monde connaît nos nuances. Tout le monde connaît certains désaccords entre nous. Si nous faisons un programme à 10-15 mesures, il est certain que dès le lendemain, nous allons être interrogés sur qu'est-ce qu'on fait ensemble dès la 16e ou la 17e. Il nous fallait donc un programme global. Et nous avons réussi à faire ce programme partagé de la nouvelle Union populaire de 650 mesures et y introduire, ça pèse à peine 5% du total, nos nuances et des points sur lesquels nous pouvons encore avoir des différences d'appréciation. J'attire votre attention que sur les points les plus difficiles, a priori, je pense à la question européenne, eh bien nous y sommes parvenus. Nous avons des différences de culture, d'approche, y compris de vocabulaire. Mais dans les 5% de nuances qui figurent dans le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, ne figure pas la question européenne. Puisque nous avons tranché l'idée que oui, certains l'appellent moratoire, d'autres l'appellent désobéissance, d'autres disent au cas par cas, mais tout le monde est d'accord pour dire que la trajectoire qui nous impose la concurrence libre et non faussée et l'ordolibéralisme nous empêche de mener des politiques socialement plus favorables et écologiquement plus favorables. Et c'est grâce à ce rassemblement, sur ce niveau de clarté, que nous voulons inscrire dans la durée, que nous avons pu avoir ce succès aux élections législatives, de gagner au premier tour de l'élection législative. Car ils voudraient effacer ce résultat, mais n'oubliez jamais que nous avons gagné au premier tour des élections législatives. Et que si nous avons perdu en effet au second tour, c'est notamment à la faveur du choix qu'a fait le bloc de droite de préférer l'introduction de 89 députés du Rassemblement national dans l'hémicycle, plutôt que de permettre l'accession au pouvoir de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Voilà le point auquel nous en sommes rendus. Nous avons fait une première session parlementaire dans laquelle nous avons animé cet intergroupe. Chacun a son groupe, chacun fonctionne de manière autonome, mais nous fonctionnons tous de manière concertée. Nous avons fait des propositions de loi communes. Et bien sûr, il faut parfois de la patience pour animer un collectif unitaire. J'attire votre attention que sur nos tâches immédiates, à la fois la réalisation partout, dans toutes les circonscriptions, des assemblées qu'il nous faut constituer, assemblées populaires de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, pour continuer à faire vivre ce qui a été lancé lors de l'élection législative, y compris dans la perspective éventuelle d'une dissolution dont on ne sait pas si elle viendra ou pas, mais dont tout donne l'impression que le compte à rebours est lancé. Eh bien, nous avons aussi cette tâche de faire en sorte de mener la bataille à l'extérieur aussi des institutions, avec toute la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Et je participe avec Aurélie Trouvé et Manuel Bompard aux discussions en cours avec les membres de la nouvelle Union populaire, avec d'autres partis politiques de rupture, avec les associations et avec les syndicats, aux discussions pour aboutir à notre grande marche contre la vie chère et face à l'injustice climatique que nous voulons voir aboutir le plus tôt possible. Et je vous prie de croire qu'au sein de ces discussions, eh bien, l'arc des forces en présence
correspond à peu près exactement à ce que nous appelions de nos voeux quand nous avions appelé pendant tout le quinquennat précédent à la constitution d'une fédération populaire. C'est une sorte de nouveau front populaire. Pourvu que nous y arrivions, à continuer cet élargissement. Et que vous aussi, dans vos territoires respectifs, dans vos circonscriptions, dans vos villes, dans vos groupes d'action, vous arriviez à faire impulser cela et à faire que d'aucuns nous rejoignent toujours pour continuer cette bataille. Car moi, je suis certain d'une chose, c'est qu'à l'heure des grands bouleversements que nous vivons, notre accession au pouvoir est inéluctable. Nous sommes engagés dans une course de vitesse à double tranchant. Course de vitesse, je l'ai dit, avec un pouvoir qui mène l'offensive radicale, déterminée, définitive, pour favoriser une classe en particulier, celle des plus riches, et une course de vitesse avec le Rassemblement national qui incontestablement a un temps d'avance dans le pays sur nous, compte tenu de ces 2 candidatures à l'élection présidentielle au second tour. Et nous avons un vrai travail à faire, qui consiste aussi à prendre appui sur ce que font les députés du Rassemblement national à l'Assemblée, pour expliquer à celles et ceux qui parfois s'égarent, pensant que ces gens-là vont s'occuper de la situation des salaires, de la situation de leurs revenus, derrière leur vue ethniciste et identitaire. Non, le Rassemblement national à l'Assemblée nationale vote contre l'augmentation du SMIC avec la Macronie. Le Rassemblement national à l'Assemblée nationale avec la Macronie vote contre le gel des loyers, etc., etc. Eh bien tout cela, il faut en faire la démonstration. Je crois qu'en cette rentrée, et le succès de nos amphis en témoigne, nous progressons encore et nous franchissons une nouvelle marche qui va nous permettre, j'en suis certain, d'y arriver. Bien sûr, le plus tôt sera le mieux vu la pente des événements. En tout cas, nous avons tout ce qu'il nous faut, tous les outils pour y parvenir, et je crois que le succès de nos amphis en témoigne, et que comme moi, vous y êtes prêts. En tout cas, c'est à cela qu'il faut se tenir préparé. Et maintenant, si cela vous convient, je me tiens à votre disposition pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Alors, il nous reste un petit quart d'heure avant de devoir rendre l'emplacement. On va faire une salle de 4 à 5 questions et ensuite Adrien répondra. On va essayer de faire à parité. Donc j'ai vu une main se lever juste devant moi. Voilà. Oui, cher camarade, tu nous as fait un exposé brillant, et cela n'étonne personne, de tout l'historique depuis 2005. Et bien sûr, il faut que nos luttes s'appuient sur la connaissance de tout ce qui s'est passé depuis cette date, pour ce qui nous intéresse, à savoir les combats futurs, l'avenir. Alors sur les objectifs, on est tous d'accord, l'avenir en commun. Et les moyens, dans les départements, nous en ressentons d'une façon accrue la pénurie. Donc, dans le département où je suis, le Vaucluse, il y a eu 5 élections de 5 députés RN et puis un député Macron. La tâche est difficile. Nous sommes peu de militants et donc, dans l'idée de convaincre les masses populaires que nous n'avons pas su convaincre, et nous n'avons pas su les convaincre au niveau national. Il y a 89 députés RN. Nous devons aller chercher les électeurs, nous devons aller les chercher un par un. Je suis dans un département rural, on va aller les chercher dans les campagnes, mais pour cela, nous avons besoin de moyens, et donc nous avons besoin d'une structuration départementale, et nous avons besoin de moyens financiers. Une autre question. Bonjour Adrien, bonjour tout le monde, Hugues de la Guadeloupe. Donc tu as fini ton discours qui était brillant justement sur un historique avec de belles lancées, on va dire lyriques sur notre avenir. Et tu as fini en disant qu'on avait tous les outils. Moi je dis on n'a aucun outil. Mais sincèrement je dis on n'a aucun outil. On est un mouvement nébuleux dans lequel ce sont des membres qui viennent s'agglomérer un peu comme des particules d'air qui ne sont pas dans un ballon, donc un mouvement brownien, il y a un coup de vent, tout disparaît. Et donc ça veut dire qu'effectivement sur le terrain on n'a pas ce qu'il faut. Ce que disait la dame, c'est essentiel, il faut savoir s'organiser. Nous on a essayé de s'organiser, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, je ne vais pas continuer le débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les partis qui a gagné, d'abord ce sont les abstentionnistes. Après, c'est un problème médiatique, un problème de communication, donc un problème de légitimité. La légitimité, elle n'est pas que nationale, elle peut être aussi locale, dans des médias locaux. Donc comment est-ce qu'on fait pour identifier une personne de la LFI qui a la légitimité de communiquer avec les médias ? C'est impossible, puisque justement,
on a un mouvement brownien. Donc il n'y a pas de légitimité naturelle. Donc ça veut dire qu'effectivement, la nécessité, c'est l'organisation, mais au-delà de l'organisation, c'est les moyens financiers à cette organisation, de sorte à ce qu'on puisse appuyer sur le tissu social et économique local pour pouvoir amener de plus en plus de monde. D'autre part, dans la ruralité, le problème du SMIC, c'est un problème qui est essentiel, parce qu'évidemment, les gens vivent dans des situations difficiles. Mais il faut voir qu'il y a des gens qui sont par exemple des agriculteurs, qui quand ils vont employer une personne au SMIC, ils ne peuvent plus manger. Donc ça veut dire que le système de compensation qui a été exposé, c'est très bien. Ça veut dire qu'effectivement, ceux qui en fait ont des salariés au SMIC, pour lesquels la rentabilité d'entreprise est importante et permet d'avoir une chambre de compensation, va payer les charges sociales de ceux qui n'ont pas les moyens. Mais ce n'est pas quelque chose qui est facile à conceptualiser. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, notre échange et le discours qu'on peut tenir avec des gens qui se trouvent en situation difficile et qui disent « ouais, il y a des gens qui ont des subventions sociales de tel ou tel montant et c'est ça qui va pousser le RN dans les campagnes en disant « moi j'ai moins en travaillant ». Donc voilà, ça c'est la grosse difficulté. Donc les gens qui votent RN, ils sont contre l'augmentation du SMIC, sauf les gens qui votent RN en ville. Je veux dire, c'est qu'il y a cette véritable problématique. Donc ça veut dire qu'au niveau de la ligne politique et au niveau programmatique, il faut qu'on recentre les choses excessivement claires, de sorte à ce qu'en fin de compte, le discours puisse être cohérent et audible. Est-ce qu'il y a ouais. Est-ce que c'est possible de te rapprocher, s'il te plaît, parce que le micro ne fonctionne pas aussi loin? Est-ce que pour les interventions, c'est vrai que j'ai oublié, mais on me l'avait précisé tout à l'heure, est-ce que pour les interventions, vous voulez bien monter jusqu'à la première colonne qui se trouve juste ici, devant moi? Super, merci. Bonjour, excusez-moi de prendre la parole, simplement pour dire que nous avons une responsabilité collective. Nous sommes tous responsables de l'état où nous en sommes. Également, parce que il y a... Ah, je ne parle pas assez fort, pardon, je me mets devant le micro, ça sera mieux. Donc nous avons une responsabilité collective, tous, autant que nous sommes, aussi bien les élus que chacun de nous militants. Il y a un langage, il y a une espèce de conspiration dont on ne se rend pas compte, dont nous faisons partie. Nous sommes dans une politique du soupçon. Il a été dit que, par exemple, tout terroriste était musulman, alors que non, pas du tout. On a vu des gens qui étaient terroristes qui n'étaient pas musulmans. Et de la même manière, il est communément admis qu'il y a des gens qui gagnent leur vie sans rien faire. Et ça, on le laisse dire. Et ça, ce n'est pas possible. Il arrive donc du coup que dans la pensée populaire la plus facile et la plus commune, on est des gens qui à la fois se reconnaissent d'un pays. Et en zone rurale, c'est encore plus vrai qu'ailleurs, mais c'est vrai partout. Et qui n'est pas de ce pays est un étranger. Si on considère que l'autre est comme nous et qu'il a les mêmes droits, c'est ça la base du contrat et du pacte social. Dès qu'on oublie cela, que la première des choses, ce qui fait qu'on fait peuple, c'est que nous sommes tous égaux en droit et en existence. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je sais pas qui. Avant-dernière intervention et ensuite on passe le micro à Adrien. Bonjour, merci beaucoup. Au regard de l'histoire que vous avez rappelée depuis 2005, selon vous, quel est le principal enseignement pour éviter que la NUPES se fragmente pour l'avenir et qu'au contraire on transforme l'essai et qu'elle fructifie, donc au regard de ce qui a pu avoir eu lieu par le passé? Merci. Ça passe d'ici là. Vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Excuse-moi Adrien, je suis arrivé en retard, donc j'étais volontaire. Donc j'ai pas pu entendre le début. Donc la question, mais 2 secondes, vous allez la voir, elle va être très courte. Simplement, quand tu as fait l'historique du parcours donc, de l'Union de la NUPES, tu as décrit certaines situations et négociations. Mais moi, la curiosité me pousse. Quel a été le parti ou quel a été le personnage qui a déclenché le rassemblement, l'Union? Quel a été le fait historique qui a fait que ce qui était impossible avant est devenu possible dans la nuit du 10? Voilà. Donc c'était ma question. Curiosité. Je te remercie. C'est bon? Merci à tous. Bien, merci pour vos questions. Bon, il y a des questions sur
sur le mouvement, son fonctionnement et nos objectifs. D'abord, la camarade du Vaucluse parlait des difficultés rencontrées sur place et j'ai entendu dans la salle des réactions qui étaient la mienne, même si elle était intérieure, qu'évidemment il y a des départements qui sont d'un point de vue électoral maintenant extrêmement compliqués, où le Rassemblement national a gagné du terrain, la cartographie électorale le montre. Moi, Jean-Luc va faire sa conférence pendant les amphis où il reviendra à mon avis assez longuement sur l'analyse électorale si vous n'aviez pas vu ce qu'il avait déjà fait, parce que l'analyse électorale elle est assez importante. Moi je crois assez peu à l'idée d'une pure atomisation géographique selon la structure géographique, c'est-à-dire en gros ville-campagne de nos résultats. Évidemment, nous avons un mouvement qui, compte tenu de sa sociologie, de son organisation, naturellement s'est d'abord développé dans les secteurs urbains, a permis des sauts qualitatifs incroyables comme la mobilisation des quartiers populaires qui se sont reconnus dans notre campagne, dans notre programme, mais pas seulement. C'est-à-dire quand vous regardez la cartographie du paysage français, du vote de 2022, vous avez des tas de secteurs ruraux qui ont massivement voté pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Je pense au Tarn, à plein de départements ruraux. D'ailleurs, on retrouve globalement, même s'il y a des failles, évidemment, compte tenu de l'histoire de ces dernières années, on retrouve assez globalement la cartographie électorale, somme toute assez traditionnelle de la gauche historique, en réalité. Pour autant, évidemment, je l'ai dit, il y a la nécessité de penser notre développement dans les secteurs les plus compliqués, et y compris, c'est mon avis, dans les secteurs où le Rassemblement national a gagné du terrain. En l'espèce, je l'ai dit, et il faut adapter notre stratégie à l'analyse du moment politique. On a dit l'analyse du moment politique, c'est la constitution le 10 avril de 3 blocs politiques. Dans ces 3 blocs politiques, la bataille pour le leadership, elle est tranchée. Dans le bloc de droite libérale, entre LR et La République En Marche, le leadership, c'est Emmanuel Macron. Dans le bloc d'extrême droite, RN, Zemmour, le leadership, c'est le Rassemblement national, c'est Marine Le Pen. Dans le bloc populaire, le leadership entre la gauche d'accompagnement et la gauche de rupture, c'est la gauche de rupture. Cette ligne-là, elle est tranchée. On a maintenant un 4e bloc, qui est le bloc abstentionniste, qui lui, compte tenu de ce qu'il pèse numériquement, s'il rentre dans le jeu, s'il arrive sur la scène, peut arbitrer et départager entre ces 3 blocs. C'est là, à mon avis, le cœur de la bataille. Et elle est double, parce qu'il y a à la fois poursuivre ce que nous avons fait pour convaincre les abstentionnistes, convaincre les milieux populaires que notre programme répond à leurs aspirations, les entendre, agir concrètement avec eux pour les convaincre, recréer de la confiance quand elle s'est perdue avec le politique. Et nous avons en effet besoin au sein du mouvement, je l'ai dit, que dans les départements où nous sommes pas ou peu implantés, de créer les conditions de pouvoir organiser des collectifs militants. Il nous faut des groupes d'action fonctionnels partout dans le pays. Ça veut donc dire que là où ça marche très bien, de mon point de vue, il faudrait qu'on organise les conditions, que les camarades, là où ça fonctionne du tonnerre, puissent aller prêter main forte dans les zones où c'est plus difficile, pour que les copains sur place, les copines, les camarades puissent fonctionner et animer et avoir eux aussi précisément les outils qui leur permettent d'agir. Ça, on va devoir l'organiser. De la même manière que, même si un moment comme celui de ces amphis sont des moments de formation, je pense que nous devons aller vers l'organisation de la formation au sein de notre mouvement, théorique et pratique, pour permettre à toutes celles et ceux qui le veulent de prendre en charge des tâches concrètes et opérationnelles. Alors, évidemment, je réponds à la fois à la question des moyens et la question des outils que soulevait le camarade. Je ne suis absolument, bien sûr, pas d'accord pour dire nous n'avons aucun outil. D'abord, les outils traditionnels dont disposent les forces politiques, nous les avons et nous sommes même en avance. Les outils de base, un programme, nous l'avons, une orientation politique, nous l'avons, une stratégie, celle de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, nous l'avons. Nous sommes donc bien en avance de ce point de vue. Reste la question, mais elle arrivera bien plus tard, d'une candidature à la prochaine élection présidentielle. Et franchement, je pense qu'on aura et le choix et l'embarras. Mais sur la question des outils concrets, moi, je prends le problème dans ce sens-là. Quelles sont nos difficultés pratiques, je l'ai dit, et comment on y répond? Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire, et on va le faire. Je vais vous dire, on l'a toujours fait. Quand il nous a fallu organiser le mouvement avec les différents espaces opérationnels, c'est-à-dire il nous faut suivre les luttes. Il nous faut suivre les luttes partout dans le pays. On crée un espace des luttes du mouvement. Il nous faut préparer les prochaines échéances électorales. On crée un espace élection chargé de ça. Il nous faut
créer les conditions de pouvoir animer notre réseau des élus. On le fait, etc., etc. À chaque fois que nous avons rencontré une difficulté matérielle, une difficulté dans notre progression, on a créé précisément l'outil qui nous permet d'y répondre. À un moment donné, on a dit les GA sont trop atomisés. Vous avez compris que ce qu'on veut éviter à tout prix, précisément, c'est la reconstitution de grandes baronnies politiques à l'échelle de départements. Je vais venir sur la question de la coordination, c'est pas de ça dont je parle. Nous, on pense que le meilleur maillage territorial possible, c'est qu'à l'échelle d'un quartier, les camarades de la France Insoumise engagés dans un GA soient les premiers interlocuteurs connus des commerçants du coin, des bistrots du coin, des associations du coin, que quand il y a un problème dans une habitation, par exemple, je sais pas, dans les secteurs populaires et les quartiers, un ascenseur qui dysfonctionne, qu'ils soient les premiers au courant, que dans les zones plus rurales, le village, on connaisse les problématiques de tel ou tel, que vous soyez les premiers ambassadeurs. Pour moi, c'est ça un groupe d'action. C'est mener nos campagnes, les campagnes que le mouvement décide collectivement, mais c'est aussi être les premiers interlocuteurs. Et pour assurer le plus gros maillage, on a besoin précisément d'avoir une multiplication de petites cellules, pas l'agglomération de grosses. En revanche, là où je suis d'accord avec la camarade, et ça va peut-être contribuer à répondre à ta question également, c'est qu'évidemment, de manière précise, j'allais dire ad hoc, face à certaines questions, nous avons besoin de cadres de coordination. Et d'ailleurs, disons-nous les choses, ils existent. Quand il y a eu les élections législatives, les groupes d'action, naturellement, agissaient à l'échelle de leur groupe dans les quartiers, mais se retrouvaient aussi dans des structures ad hoc de coordination à l'échelle des circonscriptions. Quand il faut arbitrer sur des grandes questions, qui répond à la presse? Il y a une manifestation départementale. Qui décide que l'on y participe? Évidemment qu'à ce moment-là, on peut très bien imaginer des coordinations ad hoc, des groupes. Je veux dire, ça existe de fait. Donc, j'ai envie de dire, ne vous polluez pas trop l'esprit. Dès que vous rencontrez une difficulté matérielle, créons ensemble les conditions d'y répondre. Sur la question des moyens, on avance sur le sujet. Peut-être vous ne le savez pas, mais vous avez déjà la possibilité, sur la plateforme de la France Insoumise, de doter vos groupes d'action de moyens. Nous ne sommes pas, je l'ai dit, un parti politique. Donc nous avons quelques différences. La différence principale, c'est que nous n'animons pas des courants et sous-courants, comme je l'ai dit, et des motions, etc. Une autre différence, c'est que la porte va dans les deux sens. Des gens arrivent, des gens s'en vont. Vous n'avez pas dans votre poche de carte d'adhésion et vous ne cotisez pas au mouvement. Dans les partis politiques, les secteurs départementaux, les fédérations reçoivent non pas une part du financement national de l'organisation, ils reçoivent une part de leur cotisation. Aujourd'hui, vous pouvez financer vos groupes d'action en faisant en sorte qu'il y ait des cotisations volontaires, des dons réfléchis vers vos groupes d'action. C'est possible. Vous avez un curseur sur la plateforme, vous faites un don. Est-ce qu'il va sur un groupe d'action ou est-ce qu'il va vers la caisse nationale pour les campagnes nationales du mouvement? Mais on peut encore améliorer ça. Moi, je pense par exemple que pour les militants les plus actifs, ceux qui ont besoin de moyens, nous devrions réfléchir, sans figer les choses pour autant, à une forme de cotisation volontaire qui permettrait de disposer de moyens à l'échelle locale. Par exemple, pour être très concret, pour rédiger, éditer, imprimer un tract à l'échelle locale sur une problématique locale sans avoir à passer nécessairement par l'échelon national. Bref, de la même manière, quand les groupes d'action avaient besoin de coordination, nous avons créé l'Assemblée des groupes d'action qui se réunit une fois par trimestre, qui fait que vous avez régulièrement des sessions où des représentants des groupes d'action de partout en France viennent dire quels sont les points positifs, quels sont les points de difficulté et comment on les règle. Donc, vraiment, prenons les choses de façon pragmatique. Quelles sont nos nouvelles difficultés compte tenu de l'ampleur que nous avons désormais? Et je ne suis pas d'accord pour dire qu'on n'a aucun outil. D'ailleurs, si nous n'avions aucun outil, on n'aurait pas des universités d'été qui sont un tel succès, un tel débordement et la formation politique qui réunit le plus le monde en cette rentrée. Par contre, bien sûr, c'est clair, nous avons à continuer, mais en permanence, on le fera toujours, à organiser et adapter nos formes aux problématiques que nous rencontrons. Sur la question du SMIC et des salaires, et du prétendu assistanat et du fait de dire dans ce pays on peut vivre sans rien faire. Il y a une camarade qui a très bien réagi tout à l'heure, je l'entendais. Qui sont les véritables assistés de ce pays? À qui le gouvernement de ce pays a fait des redistributions massives d'argent public sans aucune contrepartie? On a parlé de la politique fiscale, mais on pourrait aussi parler de toutes les aides sans contrepartie versées aux grandes entreprises, sans contrepartie sociale, sans contrepartie écologique. Donc si vous voulez, c'est pas vrai que c'est quand on vit dans la précarité avec des revenus extrêmement bas qu'on est les assistés de ce pays. Quant à l'augmentation des salaires, évidemment que nous ne commettrons pas le tort du gouvernement
d'englober dans notre discours les grosses structures qui ont les moyens et les petites PME, TPE ou les artisans que vous évoquiez. Raison pour laquelle il faut des moyens pour organiser les conditions que la hausse du SMIC soit indolore pour des petites structures qui en auraient les plus grandes difficultés, en imposant une forme de solidarité, de péréquation entre les grosses structures et les plus petites. Mais incontestablement, nous sommes dans un moment où la question centrale du point de vue social est celle de la répartition de la valeur. Est-ce qu'il est acceptable, oui ou non, que dans ce pays, 5 personnes, c'est-à-dire moins que ce premier rang, gagnent autant à eux 5 que 27 millions? Voilà, la question de la répartition, elle est là. Et quand vous voyez que les salaires sont comprimés et que les dividendes explosent, vous comprenez que oui, la question de l'augmentation du SMIC et des salaires est évidemment nécessaire. Bon, voilà à peu près ce que je pouvais vous dire. J'ai pas envie d'être trop long parce qu'après, il y aura d'autres conférences. Je termine juste en répondant sur la NUPES. C'est vrai que l'intuition est bonne. J'ai parlé de la séquence du front de gauche, de ses ambitions de départ, des difficultés qu'il a rencontrées qui ont justifié son éclatement. Comment éviter le même écueil? D'abord, en faisant vivre la nouvelle Union populaire partout où c'est possible. Pour nous, je le dis, il ne peut pas s'agir de dissoudre le mouvement insoumis dans la NUPES. Parce qu'au sein de la NUPES, nous avons notre particularité. Nous avons, nous, notre ligne politique de rupture, c'est nous qui sommes la courroie de transmission à cette nouvelle Union populaire. Et nous sommes insoumis et nous allons le rester, avec notre manière de faire, notre manière de parler à l'Assemblée, de coller aux aspirations populaires, même quand certains sont plus timides pour le faire. En revanche, nous devons être unitaires plus qu'il ne le faut pour faire en sorte que cette coalition, sur un programme et une stratégie claire, sur un programme de rupture, puisse se poursuivre. Alors, pour le faire, il faut le faire à la fois en consolidant nos bases à l'Assemblée nationale, mais aussi en faisant en sorte du mieux que possible. Et on pourrait passer, j'en suis sûr, des heures sur toutes les difficultés rencontrées pour faire vivre la NUPES à l'échelle locale. Mais partout, vous devez, vous, les insoumis, être celles et ceux qui en affichent la volonté et qui s'en donnent les moyens. Notamment par la constitution des assemblées de la nouvelle Union populaire qui pourrait rassembler très large jusqu'au moindre habitant du coin qui a envie de participer à un collectif citoyen. Et ensuite, lors des prochaines échéances électorales, la prochaine étant les européennes, et j'ai dit que dans le programme, même si nos approches peuvent être différentes, il n'y a pas pour le coup de nuance entre nous, nous devons faire en sorte de faire cette proposition à nos camarades et d'y arriver. Et nous allons mettre tout notre poids dans la bataille pour que ce que nous avons réussi soit un acquis et qu'on ne recule plus. Parce que, précisément, et ça répondra à ta question, c'est bien le 10 avril et la campagne de Jean-Luc Mélenchon, et ce que nous avons décidé de faire, tendre la main et entamer le dialogue et la négociation avec les autres, qui a permis cette bascule et le fait que chacun en soit convaincu. Voilà. Je reste, moi, à votre entière disposition, y compris pour discuter des éléments de structuration, d'organisation du mouvement. Je vais devoir filer parce que, comme vous, j'ai un autre rendez-vous immédiat. Par contre, si cela vous intéresse, je vous donne 2 autres rendez-vous. Il y aura demain un mot d'accueil de ma part sur scène, mais également le débat avec la ministre Olivia Grégoire sur la vie chère, qui aura lieu samedi, auquel je vous invite toutes et tous. Et puis, une séance de dédicace du bouquin pour celles et ceux qui m'ont interpellé tout à l'heure et qui le souhaitaient. Ce sera samedi à 16h30. Voilà. Bons amphis à toutes et tous et au plaisir de pouvoir encore vous croiser dans ces allées.